Bonjour, ce diaporama aujourd'hui pour voir ensemble ce qu'est la gazométrie artérielle. Alors, vous avez probablement déjà vu, lorsque vous étiez en service, des gazométries pratiquées par les infirmiers. Peut-être que vous-même, vous en avez pratiqué. Maintenant, au-delà du geste, nous allons essayer de comprendre ensemble ce que nous révèle la gazométrie artérielle. Et pour ça, nous allons refaire un petit point sur ce que sont les gaz du sang et plus exactement ce qu'est l'équilibre acido-basique. Allez, on y va. Donc l'objectif de la gazométrie artérielle va être de mesurer au niveau du sang artériel différents composants. Donc parmi les composants, effectivement, ce que l'on va avoir comme indication dans cette gazométrie, ça va être par exemple le pH, le potentiel hydrogène. On va aussi retrouver des informations sur la teneur en bicarbonate du sang artériel. Et puis, de façon générale, cette gazométrie artérielle va nous donner des renseignements précis sur l'efficacité des échanges gazeux au niveau pulmonaire, ce qu'on appelle l'hématose. Elle va aussi, bien évidemment, nous donner un renseignement, là encore une fois très précis, sur ce que l'on appelle le fameux équilibre acido-basique. Alors, tout d'abord, un petit rappel. Donc, qu'est-ce que l'hématose? L'hématose, c'est le fait que le sang veineux se transforme en sang artériel. Alors, comment se fait ce phénomène? Alors, ce phénomène, donc, le sang veineux est composé pour beaucoup de CO2 et ce CO2 va passer la barrière alvéolo-capillaire pour être expiré. Puis ensuite, l'inspiration va permettre l'entrée d'oxygène, toujours par cette barrière alvéolo-capillaire, au niveau pour venir enrichir le sang, cette fois-ci artériel. Alors, pour que cette hématose puisse avoir lieu, il va y avoir, vous allez comprendre, trois conditions sine qua non. La première, c'est la ventilation. La ventilation, c'est tout simplement le phénomène de la respiration qui se compose d'une inspiration et d'une expiration. Donc, c'est une circulation d'air qui va permettre le renouvellement de l'air au niveau alvéolaire. Ensuite, il faut qu'il y ait une perfusion. La perfusion, c'est tout simplement une circulation de sang, un apport sanguin. Donc, c'est le sang qui transporte ces gaz. Donc, effectivement, pour que ces gaz puissent passer la barrière alvéolo-capillaire d'un côté et de l'autre, il faut bien évidemment qu'il y ait du sang à arriver au niveau de cette barrière. Puis, le dernier phénomène, c'est qu'il faut qu'il y ait une diffusion, c'est-à-dire que ces gaz vont diffuser de part et d'autre de la barrière alvéolo-capillaire pour pouvoir effectivement être soit expirés pour le CO2, soit inspirés pour l'O2. Les normes. Alors, quelles sont les normes de la gazométrie artérielle? Alors, dans les normes, nous allons avoir par exemple la PaO2. Pression partielle en oxygène. Alors pourquoi parle-t-on de pression partielle en oxygène? Parce qu'au niveau sanguin, on a toujours deux gaz en présence, l'O2 et le CO2. Donc pour ce qui est de la norme physiologique de la pression partielle en oxygène, la norme est de 80 à 100 mm de mercure. Pour la PaCO2, toujours à l'état physiologique, la norme va se situer entre 35 et 45 mm de mercure. Pour le potentiel hydrogène, oui, on va être entre 7,35 et 7,45. Vous verrez des ouvrages où il est noté 7,38, 7,42. Ce n'est pas une erreur. On peut considérer effectivement cela étant dans la norme, mais nous, dans notre cours, nous allons retenir la valeur de 7,35 à 7,45. La saturation en oxygène, que l'on écrit souvent SaO2 à tort, doit se situer aux alentours ou supérieure à 95%. Alors, j'interpelle quand même votre attention sur le fait de ne pas prendre un chiffre, surtout sur la SpO2 telle qu'elle. Un patient qui aurait une saturation d'oxygène qui serait inférieure à 95%, la première chose à faire, c'est de toujours mettre en parallèle le chiffre, c'est-à-dire, et l'état clinique du patient. Un patient qui aurait une saturation inférieure à 95% et qui respirerait tout à fait normalement sans aucune gêne, il faudrait peut-être s'assurer du dysfonctionnement déjà de votre saturomètre. Et aussi, pourquoi pas, de vous assurer que le patient ne souffre pas, par exemple, de phénomènes qui vont toucher à la circulation sanguine. Je pense, par exemple, les vasoconstrictions périphériques, comme le syndrome de Raynaud, qui vont entraîner des problèmes de vasoconstriction et donc un apport sanguin insuffisant au niveau périphérique. Autre intérêt et autre renseignement que vont nous donner les gaz du sang, on va avoir des renseignements sur ce qu'on appelle la réserve alcaline. Alors la réserve alcaline, on verra, c'est effectivement la présence de bicarbonate au niveau sanguin, bicarbonate donc sur lequel on va longuement revenir tout à l'heure dans la notion du système tampon. Donc les normes au niveau de la réserve alcaline se situent entre 23 et 29 millimoles.
On va aussi avoir quelque chose qu'on appelle les bases excess ou l'excès de base. Ça va être effectivement la variation, alors c'est un chiffre aléatoire si je puis dire, qui a été défini et qui varie entre -2 et +2. Lorsque le chiffre va être négatif, effectivement, on va être face à un pH qui va être plutôt acide, et quand on est face à un chiffre positif, on va être sur un pH qui va être alcalin. Le potentiel hydrogène. Donc le potentiel hydrogène, c'est ce qui va nous permettre d'exprimer la concentration des ions H+, c'est-à-dire les ions hydrogène dans une solution. Plus les ions hydrogène seront importants dans cette solution, donc dans le sang ici en l'occurrence, plus cette solution, ce sang sera acide. À l'inverse, plus les ions hydroxyle, donc OH- dans ce sang seront importants, plus cette solution sera dite alcaline ou basique. Donc, lorsqu'on a un pH sanguin qui est inférieur à 7,35, on parlera du phénomène d'acidose. Et inversement, lorsqu'on aura un pH supérieur à 7,45, nous parlerons du phénomène d'alcalose. Alors, le maintien de l'équilibre acide-basique est quelque chose d'assez complexe. Vous avez eu plusieurs cours qui vous ont révélé la complexité de ces phénomènes. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs systèmes qui vont intervenir dans le maintien de cet équilibre acide-basique. Alors, on n'entrera pas dans le détail de chaque système parce qu'effectivement, certains sont très très complexes. Alors, différents systèmes qu'on va appeler les systèmes tampons parce qu'ils vont tout simplement permettre de tamponner cette fameuse acidité. Alors, d'où vient l'acidité déjà au niveau de notre physiologie? C'est tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, le métabolisme cellulaire, le fait même de vivre, génère effectivement une production d'ions plutôt acides. Donc, pour cela, effectivement, parce que le milieu cellulaire favorable à une vie se situe plus exactement entre 7,35 et 7,45. Au-deçà ou en dessous de ces chiffres, effectivement, ce ne sont pas des milieux favorables à la vie. Donc, pour ce faire, pour que ce maintien de ce fameux équilibre se fasse, on va avoir différents systèmes tampons. On va avoir les systèmes tampons qui sont les systèmes tampons intracellulaires et puis les systèmes tampons extracellulaires. Alors, dans les systèmes tampons intracellulaires, alors ceux-là ils sont très complexes. On va avoir les phosphates de sodium, les protéines et les protéinates et aussi l'hémoglobine. Nous, on va plutôt s'attacher aux systèmes tampons qui sont les systèmes tampons extracellulaires. Donc, dans ces systèmes tampons extracellulaires, on va avoir le rapport entre l'acide carbonique et les bicarbonates. Et puis, on va s'intéresser aussi à deux organes qui sont essentiels dans ce maintien de l'équilibre acide-base. C'est le rein et le poumon. Alors, nous allons voir ensemble cette équation qui résume, en fin de compte, ce qu'est l'équilibre acide-basique sous forme d'une formule chimique. Alors, il ne faut pas que ça fasse peur, hein, c'est vrai que ça peut être impressionnant, mais vous allez voir, on va les décomposer ensemble. Alors, voilà ce à quoi se résume l'équilibre acide-basique. Alors, pour ce faire, d'un côté, ici, on a les ions CO2, donc le gaz carbonique, qui vient s'associer à l'eau. L'eau, physiologiquement, qui compose une grande partie de notre organisme et qui est d'ailleurs essentielle à la vie. Lorsque les deux molécules vont s'associer, elles vont générer ce qu'on appelle l'acide carbonique. Donc, vous voyez, acide carbonique, on retrouve les différentes terminologies. Une fois qu'on dissocie cette fois-ci cet acide carbonique, elle va se dissocier, donc d'un côté on va avoir les ions bicar, le bicarbonate, et de l'autre les ions hydrogène. Donc, c'est pour ça que c'est la formule de l'équilibre acido-basique, tout simplement parce que il faut qu'il y ait cette notion d'équilibre, c'est-à-dire qu'il y ait autant qu'il y ait ou qui est plus exactement suffisamment de bicarbonate pour venir tamponner l'acidité générée par les ions hydrogène, et tout ça étant physiologiquement lié au fonctionnement de l'organisme. Parce que physiologiquement, le fait même que les cellules de notre organisme fonctionnent, on va avoir plutôt tendance à générer une certaine forme d'acidité. Donc il y aura une régulation en permanence de cette acidité pour que justement on reste dans les normes qui soient des normes physiologiques, qui sont des normes vitales. D'accord? Donc je vous rappelle 7,35, 7,45. Alors, ce schéma va résumer un petit peu la notion des différents types d'acides que l'on peut rencontrer au niveau de notre organisme et des différentes modalités de venir limiter l'impact de ces acides sur le pH.
Alors, tout d'abord, revenons sur la notion de tampon. Alors, au niveau des tampons, on va considérer qu'il y a deux organes qui sont essentiels dans les systèmes tampons. Donc, le poumon, en lien avec la ventilation, et le rein. Et puis, dans les autres systèmes tampons, on va s'attarder, nous, sur le tampon qu'est le bicarbonate, hein, l'HCO3-, qui fait partie des tampons extracellulaires. On ne s'attardera pas sur les tampons intracellulaires. Alors, donc, le rein, lui, va être responsable de la gestion, effectivement, des ions H+. Donc, le rein, lorsque un excès d'ion H+, va être détecté au niveau de l'organisme, le rein va avoir pour objectif d'éliminer l'excès d'ion H+, donc dans les urines, et puis d'ajuster effectivement par la réabsorption les ions bicarb qui participent aussi au fait de neutraliser, hein, c'est ça que ça veut dire, le fait de tamponner, de neutraliser ces ions H+. Donc ça, c'est l'intérêt du rein. Alors, j'attire votre attention sur, effectivement, l'impact que peut avoir une insuffisance rénale terminale sur l'équilibre acido-basique. D'accord ? Donc, le rôle essentiel du rein dans le maintien de ce fameux équilibre acide-base. Autre organe, donc le poumon. Le poumon, lui, va être chargé d'éliminer les acides volatiles. Alors, parmi le principal acide volatile, on va avoir l'acide carbonique, autrement appelé aussi le CO2, hein, le gaz carbonique. Voilà. Donc, alors, autre source, ou les différentes sources qui peuvent amener de l'acidité, vous voyez, physiologiquement, même le fonctionnement de notre organisme amène une certaine forme d'acidité dans notre corps. Alors, tout simplement par le biais de l'alimentation, voilà. Quelques exemples, hein, les acides gras, les acides aminés. Et puis, le fonctionnement, le métabolisme cellulaire va lui aussi engendrer une certaine forme d'acidité. Alors, le CO2, le fait même hein, du fonctionnement physiologique des cellules, hein, on a vu tout à l'heure la différence entre le sang artériel et le sang veineux. Le sang veineux étant riche en CO2. Et puis, on va avoir différents types d'acides, hein, quelques-uns qui sont cités ici. Donc, l'acide lactique. Alors, l'acide lactique, son nom vous dit quelque chose, l'acide lactique est en lien avec l'exercice physique et surtout l'exercice physique en anaérobie, c'est-à-dire en l'absence ou en privation d'oxygène. C'est-à-dire que le fait que le muscle manque d'oxygène, effectivement, il va générer une acidification et une production d'acide lactique. Alors, l'acide lactique, hein, c'est ce qui est responsable d'une douleur musculaire après l'effort. D'autant plus que nous ne nous sommes pas suffisamment hydratés. L'acide lactique étant une acide non volatile, elle sera éliminée, donc plus ou moins en fonction de l'hydratation, elle sera éliminée par le rein. Les acides cétoniques, alors les acides cétoniques, c'est les acides qui vont avoir pour origine un jeûne prolongé. C'est-à-dire qu'en cas de jeûne prolongé, effectivement, on va aller chercher dans nos réserves, on va aller chercher dans nos lipides, et la dégradation de ces lipides va générer des corps cétoniques et des acides cétoniques. Là encore, ces acides cétoniques vont être éliminés par le rein. Voilà. Donc, quel lien on peut faire? Donc, la ventilation, par exemple. Comment est-ce que dans la ventilation, on peut avoir un exemple qui nous parle de la gestion du CO2 et l'impact de cette ventilation sur l'équilibre acide-base? Et tout simplement, lorsque l'on fait un effort physique. Si on se met à courir à 100 mètres, il y a de grandes chances que nous augmentions notre fréquence respiratoire. Alors pourquoi? Alors si on l'explique sous l'angle de l'équilibre acido-basique, tout simplement parce qu'au niveau de notre crosse aortique, on dispose de ce qu'on appelle les chémorécepteurs. Alors les chémorécepteurs sont tout simplement des récepteurs chimiques qui sont très sensibles justement à ces variations de pH. Donc lorsqu'on se met à courir, effectivement, on aurait tendance à avoir une diminution de l'apport d'oxygène si notre fréquence respiratoire restait la même. Et en dehors de ça, nous aurions aussi une augmentation de l'acidification du sang en lien avec le déficit en élimination du CO2. Donc, pour venir pallier ce risque, tout simplement les chémorécepteurs en lien avec le bulbe rachidien vont augmenter la fréquence respiratoire pour permettre à ce que le CO2, l'acide carbonique, soit éliminé tout simplement en augmentant la fréquence respiratoire. Donc pour éviter justement qu'il y ait une modification du pH en lien avec la concentration plus importante en
en acide carbonique. Voilà, deux exemples, une en lien avec l'insuffisance rénale et l'accumulation du OH+, et l'autre avec le phénomène du sport, effectivement, et pourquoi notre fréquence respiratoire augmente. Donc voilà, donc retenez, donc dans les systèmes tampons, on a le rein, on a le poumon responsable de la ventilation et les fameux ions bicarb. Donc c'est des notions qui sont très très importantes à retenir. Intéressons-nous maintenant aux résultats pathologiques. Alors, dans les résultats pathologiques, on peut avoir différentes choses. Alors, revenons sur ce que l'on disait tout à l'heure. Donc, la PaO2 et la SpO2 vont permettre d'évaluer la qualité de l'oxygénation, c'est-à-dire la qualité de l'apport en oxygène au niveau des cellules pour que celles-ci puissent fonctionner de manière idéale. La PaCO2, elle, va permettre d'évaluer la qualité de la ventilation, c'est-à-dire la qualité des échanges gazeux au niveau pulmonaire. Si la PaCO2 est dans les normes, c'est-à-dire entre 35 et 45 mm de mercure, on peut considérer qu'on a affaire à une ventilation et à des échanges gazeux qui sont efficaces. Par contre, si on a une PaCO2 qui augmente, on dit que le sujet est hypercapnique. Alors, différentes causes possibles à cette hypercapnie. On peut avoir par exemple une hypoventilation. Alors l'hypoventilation, ça peut être lié à une insuffisance respiratoire aiguë. Je prends l'exemple par exemple de la noyade. Effectivement, là clairement, le sujet ne va pas pouvoir respirer, donc on va avoir une hypercapnie qui va s'installer. Ou bien une ventilation inefficace, donc par exemple donc quelque chose de plus latent comme les insuffisances respiratoires chroniques, une que vous connaissez bien, comme la BPCO par exemple. Donc lorsque vous avez un patient qui va respirer, on peut avoir une hypercapnie, parce que même si le sujet qui atteint le BPCO respire, vous savez maintenant qu'on a une destruction des surfaces d'échange au niveau alvéolaire, donc du coup c'est pas parce que le patient a une respiration régulière que la ventilation va être efficace en lien avec la destruction effectivement des alvéoles pulmonaires qui sont les surfaces d'échange au niveau gazeux. Si on a une PaCO2 cette fois-ci qui diminue, on dit que le sujet est hypocapnique. Alors on peut avoir différentes causes possibles encore, on peut avoir une hyperventilation parce que le patient va rechercher une hyperventilation parce que le sujet va rechercher de l'oxygène, donc il va avoir tendance à hyperventiler. Donc puisqu'il va hyperventiler pour avoir un apport plus important en oxygène, il ne faut pas oublier que associé à la ventilation, on a l'inspiration, mais aussi l'expiration. Donc en même temps qu'il va hyperventiler, il va rejeter plus de CO2, donc on peut avoir une hypocapnie. On peut avoir aussi l'hypocapnie générée par une hyperventilation liée au stress, liée à l'anxiété. Les patients qui vont hyperventiler en lien avec le stress. Voilà. Bien, nous allons maintenant nous intéresser à ce qu'est une acidose, qu'elle soit d'origine respiratoire ou métabolique, puis ensuite aux alcaloses, qu'elles soient encore d'origine respiratoire ou métabolique. Alors tout d'abord, une acidose respiratoire. Alors lorsque vous avez un patient qui est en acidose respiratoire, comment cette acidose va se révéler au niveau des gaz du sang? Alors vous allez avoir un pH qui va être diminué, donc la notion d'acidité. Vous allez avoir une PaCO2 qui va être augmentée, donc un sujet qui est plutôt hypercapnique. Et puis on peut avoir plus ou moins associé une PaO2 qui va être diminuée, donc un sujet qui va être hypoxique. Alors tout simplement, tout ça, ça va être dû à une hypoventilation, c'est un patient qui va avoir une ventilation soit inefficace, soit qui va respirer de façon plus lente. Alors forcément, puisque la respiration va être moins efficace, et vous allez avoir une diminution des apports en oxygène au niveau sanguin, et de la même façon, vous allez avoir une augmentation, une rétention du CO2 au niveau sanguin de la même façon, puisque ce CO2 ne va pas pouvoir être rejeté via l'expiration. Donc la conséquence immédiate de cette hypoventilation, ça va être une acidification du sang, donc comme nous venons de le dire. Alors, nous avons vu tout à l'heure que le poumon, lui, réagissait de façon immédiate aux variations de pH. Parfois, effectivement, selon l'état physique du patient, ce poumon ne peut pas à lui seul corriger cette acidose. Alors, un autre organe qui va venir justement essayer de corriger cette acidose, donc ça va être le rein. Alors le rein, comment est-ce qu'il va réagir? Et bien tout simplement, le rein va tenter d'éliminer au maximum les ions H+, et de réabsorber au maximum également le bicarbonate de façon à venir tamponner cette acidité. Mais le rein, lui, c'est un phénomène beaucoup plus lent que le poumon.
Alors, le médecin, lui, quand il a affaire à un patient qui arrive aux urgences, admettons, avec effectivement les chiffres dont on vient de parler, c'est-à-dire une PaCO2 qui est augmentée, une PaO2 qui est parfois diminuée et un pH qui est lui aussi diminué, et ben il ne va pas savoir si on a affaire à un patient qui est en insuffisance respiratoire aiguë ou si c'est un patient qui est en insuffisance respiratoire chronique. Parfois, les tableaux ne sont pas si clairs que ça. Et ben, ce qui va lui permettre de faire un diagnostic différentiel entre une insuffisance respiratoire aiguë et une insuffisance respiratoire chronique, c'est tout simplement le dosage des bicarbonates au niveau sanguin, ou aussi ce qu'on appelle la réserve alcaline. Si vous avez une réserve alcaline qui a été complètement consommée, qui se trouve en dessous de 23, et ben ça veut dire que le patient a déjà puisé dans ses réserves en bicarbonate pour venir tenter de corriger cette acidité. Donc ça veut dire qu'on est face à une insuffisance respiratoire chronique. Si au contraire vous avez une réserve en bicarbonate qui est dans les normes, ça veut dire qu'on est plutôt face à un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë, puisque le rein, encore une fois, puisque c'est un mécanisme lent, n'a pas pu mettre en place les dispositifs permettant de corriger cette acidose. Quelles peuvent être les causes de ces acidoses respiratoires? Alors, dans les différentes causes, on va avoir toutes les pneumopathies, on va avoir toutes les insuffisances respiratoires, qu'elles soient aiguës ou qu'elles soient chroniques. Alors, dans les insuffisances respiratoires aiguës, bien sûr, donc le tableau de l'OAP, de l'œdème du poumon, de la noyade ou bien de la strangulation. Dans le tableau des insuffisances respiratoires chroniques, on va avoir par exemple la BPCO ou bien encore l'emphysème. Alors, petit rappel, c'est la réserve alcaline qui va permettre au médecin de faire la différence entre une insuffisance respiratoire aiguë ou une insuffisance respiratoire chronique lorsque le tableau clinique du patient n'est pas si parlant que ça. Comment le médecin va décider de traiter ces acidoses respiratoires? En règle générale, le patient va être mis sous assistance respiratoire pour lui apporter une oxygénation par un appareil extérieur. Voilà. Donc ça, c'est pour le traitement le plus courant de l'acidose respiratoire. L'acidose métabolique. Alors, comment se manifeste une acidose métabolique lorsqu'on analyse les résultats d'une gazométrie artérielle? Alors, puisqu'on a une notion d'acidité, encore une fois, on va avoir un pH qui va être diminué, en dessous de 7,35. À l'inverse de tout à l'heure, lorsqu'on était sur une acidose respiratoire, on va avoir une PaCO2 qui, cette fois-ci, va être diminuée. Alors, comment on explique la diminution de la PaCO2? C'est tout simplement parce que, on a bien vu, on a deux systèmes qui vont venir essayer de compenser la notion d'équilibre et de diminution ou de variation du pH, c'est le poumon et le rein. Donc là, c'est le poumon qui va essayer de venir compenser par une hyperventilation cette acidification du milieu. Donc le poumon a détecté, encore une fois, les chémorécepteurs ont détecté qu'il y avait une acidification du milieu, donc l'augmentation de la ventilation va être tentée pour venir compenser et diminuer cette acidité. Pourquoi on parle d'acidose métabolique? C'est parce que cette fois-ci, on va avoir une étiologie de cette acidose qui est, comme son nom l'indique, d'origine non pas respiratoire mais métabolique. La différence, c'est qu'on va avoir des bicarb qui vont être effondrés. C'est-à-dire que ça veut dire que tous les bicarbonates ont été consommés pour essayer de venir tamponner l'acidité qui va être liée à un dysfonctionnement d'un organe. Quelles peuvent être les causes de l'acidose métabolique? Alors on va retrouver l'insuffisance rénale, vous avez bien compris maintenant le rôle du rein dans la gestion du pH. On peut aussi retrouver l'acidocétose lorsque vous avez un diabète décompensé ou lorsque vous avez donc une incapacité du glucose à rentrer dans la cellule pour que celle-ci puisse fonctionner, donc en l'absence d'insuline. Donc du coup, la cellule va utiliser et va lyser les lipides pour s'en servir comme source d'énergie. Or, les lipides, lorsqu'ils vont être dégradés, ils vont se transformer en corps cétonique et donc le corps cétonique, lui, va être éliminé normalement par le rein sous forme d'acide cétonique. Mais effectivement, dans le cas d'une insuffisance rénale associée à un coma acidocétosique, effectivement, on peut avoir affaire à des acidoses métaboliques. On peut avoir aussi une accumulation d'acide lactique dans le cadre de l'anoxie tissulaire, ou bien encore une acidose métabolique en lien avec une perte importante lors d'une diarrhée de bicarb. Les traitements les plus fréquents de l'acidose métabolique, ça peut être la dialyse ou bien la perfusion de bicarbonate de sodium. Si on voit que le patient s'épuise parce qu'effectivement, encore une fois, on a vu tout à l'heure que le patient essayait de compenser par une augmentation de la fréquence respiratoire, on peut avoir affaire à un patient qu'on va mettre sous assistance de ventilation.
Les alcaloses respiratoires. Comment se manifestent les alcaloses respiratoires? Donc par la gazométrie artérielle. Donc dans le cas des alcaloses respiratoires, donc l'origine va être respiratoire. Donc on va avoir une hyperventilation alvéolaire qui va générer une diminution de la pression partielle en CO2. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un reflet sur la gazométrie d'une PaCO2 qui va être en dessous de 35 mm par mercure. On va avoir donc, puisqu'on est dans le cas d'une alcalose, un pH qui va être augmenté. Alors, la compensation rénale, donc c'est un phénomène lent, hein, je vous le rappelle, peut ramener un pH à la normale si les reins augmentent l'élimination des ions bicarb et s'ils diminuent au contraire l'élimination des ions hydrogène, donc les ions H+, qui vont générer une acidité pour ramener cette alcalose vers un pH dans la norme entre 7,35 et 7,45. Les causes des alcaloses respiratoires peuvent être diverses. On peut avoir une hyperventilation réflexe sur certaines pneumopathies, comme l'altitude par exemple, ou encore dans les phénomènes d'anxiété, où là, la personne va respirer rapidement et donc ça va générer une diminution de la PaCO2. La polypnée, encore une fois, qui va être consécutive à une hypoxie, donc le patient a un déficit en oxygène qui est repéré au niveau de la crosse aortique, et donc le réflexe, ça va être d'augmenter la fréquence respiratoire, ce qui peut entraîner, si elle est vraiment majorée, une alcalose. Et puis on peut avoir certaines causes tumorales ou encore vasculaires qui peuvent entraîner des atteintes du tronc cérébral, et donc avoir une incidence au niveau de la fréquence respiratoire. Donc le traitement, là, il est varié, il se fera en fonction de la cause. Les alcaloses métaboliques cette fois-ci. Alors comment elles vont se concrétiser au niveau de la gazométrie artérielle? Alors dans les cas d'une alcalose métabolique, donc on va avoir un pH qui va cette fois-ci encore une fois augmenter. On va avoir des ions bicarb qui vont être augmentés parce que peut-être qu'ils n'auront plus à tamponner une certaine acidité, on verra tout à l'heure, donc augmentation des ions bicarb. Et puis on va avoir cette fois-ci, puisqu'on est sur une origine métabolique, donc on va voir que le poumon va essayer de compenser cette alcalose, et donc pour compenser, il va augmenter, en tout cas il va limiter, peut-être par une hypoventilation, l'élimination du CO2 qui va venir acidifier le sang et donc tenter de compenser cette fameuse alcalose métabolique. Donc plutôt tendre vers un pH, encore une fois, qui se situerait donc en dessous du seuil de l'alcalose, donc dans un pH normal entre 7,35 et 7,45. Les causes des alcaloses métaboliques, alors ils peuvent être différents et variés. Donc on peut avoir une alcalose métabolique qui va être générée en lien avec une aspiration gastrique qui serait inadaptée, qui serait trop aspirative. On peut avoir aussi certains diurétiques qui vont entraîner des hypocalémies, donc de ce fait des alcaloses. Certains traitements aussi peuvent entraîner des alcaloses, ou bien une perfusion de bicarbonate qui serait inadaptée, donc cette fois-ci par excès. Le traitement sera en fonction de la cause et de l'étiologie de l'alcalose. J'espère que les explications que je viens de vous donner ont éclairé un peu votre vision de la gazométrie artérielle et de l'équilibre acido-basique. Allez, vous avez bien mérité une pause. Allez, 5 minutes de pause et on reprend. Allez, maintenant la pause est terminée, on va essayer de se remuer les méninges ensemble. Alors, prenons ce petit exercice avec ce petit tableau. Lorsque on a un patient qui a une insuffisance respiratoire latente, comment cette insuffisance respiratoire latente va se manifester au niveau de sa gazométrie et surtout pourquoi? Alors, un patient qui souffre d'une insuffisance respiratoire latente, on peut considérer que c'est le patient qui n'est pas conscient qu'il a une insuffisance respiratoire. Exemple classique, le patient qui fume depuis 40 ans et qui tousse un peu, mais bon, sans que ça ait de répercussions, en tout cas visibles, sur sa santé. Alors, puisqu'elle est latente, effectivement, le patient, si on prélève une gazométrie artérielle, on aura une PaO2 qui sera normale. On peut avoir une PaCO2 qui peut être légèrement diminuée. Et puis on va avoir un pH qui va être normal. Alors la PaCO2, elle va rester normale parce que la ventilation reste encore suffisamment efficace pour assurer justement une oxygénation correcte. On va avoir une PaCO2 qui peut être un petit peu diminuée, mais pas systématiquement, parce
que on va avoir un patient qui, parce que justement elle est latente, va avoir tendance à légèrement hyperventiler. Donc c'est pour ça qu'au lieu d'avoir une PaCO2 qui serait normale, vu qu'il y a une hyperventilation un petit peu réflexe, encore une fois en lien avec ces fameux chémorécepteurs qui ont senti qu'il y avait une légère tendance à l'acidification, et ben le patient va hyperventiler, ce qui va lui permettre de corriger sa PaCO2. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir une PaCO2 qui aura plutôt tendance à être diminuée, voire normale. Le pH lui reste normal parce que tout ça va permettre que le pH soit stable. Le patient, cette fois-ci, son état respiratoire s'aggrave. On va avoir à faire ce qu'on appelle une insuffisance respiratoire partielle. Donc ça veut dire encore une fois que ça s'aggrave. On va avoir, si on fait une gazométrie, ce patient, on peut avoir une PaO2 qui va être diminuée. Donc là, en dessous de 80 mm de mercure qui est la norme. Alors pourquoi est-ce que cette PaCO2 va diminuer? C'est tout simplement parce que la qualité des échanges gazeux va être perturbée, en lien peut-être avec les surfaces d'échange qui vont être moindres, si on pense à la BPCO et la destruction des alvéoles pulmonaires. On peut avoir un patient qui va avoir une PaCO2, encore une fois, normale, ou parfois diminuée. Alors diminuée en lien avec une hyperventilation. D'accord? Il va avoir tendance, pour compenser, avec ses surfaces d'échange gazeux diminuées, il va avoir tendance légèrement à hyperventiler. Et le pH restera normal parce que la fréquence respiratoire et la qualité de la ventilation est encore suffisante pour qu'il n'y ait pas d'incidence sur le pH. Encore une fois, ce patient n'est pas pris en charge, donc ça s'aggrave, on arrive sur une insuffisance respiratoire globale. Si vous avez une insuffisance respiratoire globale, les gaz du sang vont se manifester par une PaO2 qui est diminuée. Donc là, effectivement, on voit bien que... Et puis une PaCO2 qui est augmentée. Tout simplement, là on voit bien clairement que la capacité ventilatoire du patient n'est plus suffisante. Et c'est-à-dire que, encore une fois, probablement en lien avec la réduction des surfaces d'échange. Mais, encore une fois, le pH, lui, reste normal. La situation du patient s'aggrave, on a affaire à une insuffisance respiratoire décompensée. Donc décompensée, c'est des patients qu'on trouve dans les services. Vous allez avoir une PaO2 qui va être diminuée, une PaCO2 qui va être augmentée, et un pH, puisqu'on a une PaCO2 qui va être augmentée, un pH qui va être diminué. Donc on voit bien que là, l'impact de la fonction respiratoire va aussi impacter sur le pH. Vous voyez, la notion de bicard, tout à l'heure, on est sur quelque chose d'ancien, insuffisance respiratoire qui dure depuis plusieurs mois, plusieurs années même. Donc là, les bicards qui auraient pu jusqu'à présent tamponner l'acidité, en lien avec la PaCO2 ici, et bien la réserve en bicard, elle est effondrée, et donc là, les bicards n'arrivent plus à maintenir le pH dans la normale. Donc on a une PaO2 qui est diminuée, donc qui est significative d'échanges gazeux qui sont perturbés, une PaCO2 augmentée, et un pH qui est diminué. Voilà, pour le petit exercice que nous pouvons faire ensemble. Nous allons maintenant passer à la pratique, après toutes ces explications. Donc, les gaz du sang. Quand est-ce qu'on va prélever des gaz du sang? Alors, les priorités pour le prélèvement des gaz du sang, ça va être bien sûr sur les pathologies respiratoires, puisque effectivement, cette gazométrie artérielle va nous permettre d'avoir des valeurs qui sont vraiment précises. Donc, voilà, ça peut être les patients sous oxygène, ça va être les patients effectivement qui ont une pathologie respiratoire que l'on veut explorer. Et puis, par contre, il faut faire attention parce qu'il y a des contre-indications à cet examen, que sont les gaz du sang. Par exemple, un patient qui va avoir des troubles de l'hémostase. Attention aussi aux patients qui sont sous anticoagulants, surtout s'ils sont mal équilibrés. Bien évidemment, un patient qui a bénéficié d'une fibrinolyse récente sur un accident vasculaire, c'est une contre-indication formelle au regard de son anticoagulation. Ne jamais piquer non plus du côté d'une fistule artério-veineuse, pour les risques que vous connaissez, qu'on avait déjà vu sur la perfusion ou bien sur la prise de pression artérielle. Voilà. Que nous dit le législateur en matière de gazométrie artérielle? Alors, la gazométrie artérielle est un acte du rôle prescrit qui nécessite une prescription médicale ou bien un protocole à régler toutes les qualités que vous connaissez maintenant pour que ceci soit valide. Alors, le point 36, effectivement, précise
que l'infirmière est habilitée à faire un prélèvement de sang par ponction artérielle en vue de réaliser une gazométrie. Alors, par contre, vous verrez sur l'article, dans l'article, il n'est pas précisé le site de ponction. Alors, le plus fréquemment, l'infirmière ponctionne le sang au niveau de l'artère radiale. Alors, soit par un prélèvement direct, où on vient piquer dans l'artère, soit, on le verra tout à l'heure, par un prélèvement sur un cathé artériel. Il peut y avoir d'autres sites de ponction, on peut piquer au niveau de l'artère humérale ou bien de l'artère fémorale. Par contre, attention, 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 plus l'artère va être de gros calibre, plus le risque de thrombose est important. Voilà, mais c'est vrai que le législateur ne précise pas le site de la ponction. Alors, quelques précautions à prendre avant de faire cette gazométrie artérielle. Tout d'abord, effectivement, comme tout soin, il va falloir recueillir le consentement du patient et pour ça, il faudra que vous lui expliquiez le bien fondé de cet examen, c'est-à-dire pourquoi le médecin a prescrit une gazométrie artérielle. Alors bien évidemment, hein, quand c'est une gazométrie qui doit se faire dans l'urgence, tout ça, ça va un petit peu plus vite. Mais toutes les gazométries ne sont pas faites en urgence, bien au contraire. Alors, une notion essentielle aussi sur la gazométrie, c'est un acte qui est douloureux. C'est un acte qui est douloureux. Le patient peut être amené à avoir plusieurs gazométries artérielles par jour lorsqu'il bénéficie d'un suivi de son état respiratoire. Donc, plusieurs ponctions par jour, ça veut dire que les artères, au bout d'un moment, vont s'indurer. Donc, ce qui va rendre beaucoup plus difficile le prélèvement. Et puis, parfois, un hématome vient se créer sur l'artère. Donc, cela ne facilite pas le geste, ni pour l'opérateur, ni pour le vécu du patient. Donc, il est très important pour limiter la douleur de cet examen d'appliquer un patch d'EMLA 1 heure minimum avant le geste sur le site de ponction. Bien évidemment, qui dit patch d'EMLA dit anesthésique locale, donc prescription médicale. C'est quelque chose qui ne doit pas être négligé. Hein, encore une fois, si les soignants bénéficiaires avaient déjà bénéficié de gaz du sang, je pense qu'ils penseraient à mettre ce patch d'EMLA parce que les patients n'ont pas un bon vécu en général de ce geste médical, de ce geste de soin. Donc, c'est vrai que les non-partisans de l'EMLA vont dire que l'EMLA ramollit l'artère et donc du coup qu'on a plus de difficultés à piquer dans cette artère après. C'est pas tout à fait faux parce que l'EMLA a une vertu vasodilatatrice, donc elle va ramollir un petit peu l'artère et c'est vrai que on sent un petit peu moins bien l'artère une fois qu'on a mis un patch d'EMLA. Mais pour contrecarrer cet effet indésirable de l'EMLA, il faut tout simplement penser à retirer le patch d'EMLA 15 minutes avant. Donc on gardera l'effet anesthésique du patch sans avoir l'effet vasodilatateur. Donc encore une fois, j'insiste, nécessité de mettre un patch d'EMLA quand ce geste n'est pas à réaliser dans l'urgence. Il va falloir effectivement que le patient collabore, parce qu'effectivement, lorsque vous allez prélever ce prélèvement artériel, eh bien, il va falloir que le patient ne bouge pas, d'accord, pour favoriser la réussite du geste. Prévenir aussi bien évidemment quand est-ce que vous allez faire le soin, et puis anticiper surtout si le patient est sous oxygène. Si le patient est sous oxygène, alors de deux choses l'une, soit le médecin a demandé une gazométrie sans O2, donc pour voir effectivement la vraie fonction respiratoire et la qualité de la ventilation du patient. Donc là, il aura demandé à arrêter l'O2 pour le prélèvement des gaz du sang. Donc l'O2 sera arrêté à peu près 30 minutes avant le soin. D'accord, pour avoir des chiffres réels de la ventilation du patient. Si l'O2 doit être maintenu, il faudra bien penser, parce que le patient par exemple ne supporte pas le sevrage en oxygène, il faudra bien penser à le noter sur le bon de laboratoire. Comme je vous le disais au préalable, le site de prélèvement le plus fréquent, c'est l'artère radiale. Mais effectivement, comme vous allez pouvoir le voir dans la photo suivante, les gaz du sang peuvent être aussi prélevés sur un cathé artériel qui est lui-même implanté au niveau de l'artère radiale. Avant de prélever les gaz du sang, il y a un geste essentiel à faire. Ce geste s'appelle le test d'haleine. Alors, vous l'avez peut-être jamais vu réaliser, mais c'est une obligation réglementaire. À quoi va servir ce test d'haleine? Ce test d'haleine va nous permettre de vérifier la perméabilité des artères qui irriguent la main du patient. Je m'explique. Vous allez piquer au niveau de l'artère radiale. Le risque majeur, en dehors du risque hémorragique, lorsque vous piquez une gazométrie artérielle, c'est la constitution d'un hématome
à la suite de ce geste, puisqu'effectivement on pique dans une artère, il y a un saignement, donc il peut y avoir un hématome qui vient se créer, et aussi, complication supplémentaire, il peut y avoir une thrombose. Si vous avez une thrombose, ça veut dire que l'artère radiale ne pourra plus irriguer une partie de la main. Donc il faut s'assurer qu'il y ait une autre artère qui puisse prendre le relais si jamais cette artère radiale venait à être obstruée. Donc on va s'assurer que l'artère ulnaire puisse venir prendre le relais de cette artère radiale si celle-ci venait à être obstruée, à être thrombosée. Donc, pour ce faire, il faut venir, dans un premier temps, comprimer, donc vous voyez ici sur l'image, hop, sur l'image ici, vous voyez l'opérateur qui vient comprimer avec ses 2 pouces les 2 artères, donc et l'artère radiale et l'artère ulnaire. Et puis on va demander au patient de faire des mouvements d'ouverture et de fermeture de la main. Ce mouvement a pour objectif de chasser le sang présent dans la main. Donc on voit un petit peu ici sur l'image, la main va blanchir, puisqu'effectivement on a chassé le sang. Une fois que cette main a blanchi, on va maintenir avec le pouce la pression sur l'artère radiale. D'accord ? Par contre, on va relâcher la pression exercée sur l'artère ulnaire. Et tout simplement, on va vérifier que cette main, la main du patient, se recolore correctement. Si la recoloration est nette et significative, ça veut dire qu'effectivement, en cas de thrombose, puisque là on mime ce qui pourra arriver en cas de thrombose. En cas de thrombose, cette artère ulnaire pourra reprendre le relais de la circulation. Il n'y aura pas de problème d'ischémie au niveau de la main. Voilà. Si vous avez au contraire, vous voyez ici c'est signifié au niveau de l'artère ulnaire, on voit un petit point noir, un petit amas noir. Si on avait une artère ulnaire qui n'était pas perméable, d'accord. En cas d'occlusion de l'artère radiale, vous voyez ce qui se passe, on a un problème de vascularisation de la main, et là on a un risque d'ischémie au niveau des tissus de la main. Donc le test d'haleine, j'insiste, c'est une obligation réglementaire avant tout gaz du sang chez un patient. Alors si le patient a déjà eu plusieurs gaz du sang, on n'est pas obligé de le faire à chaque fois, mais avant le premier gaz du sang, il est obligatoire de venir vérifier effectivement la perméabilité de cette artère ulnaire qui pourrait prendre le relais en cas de problème. Voilà. Le matériel nécessaire. Alors le matériel nécessaire, je vais passer assez vite puisque dans le film qui suit, vous allez pouvoir voir le matériel qui est nécessaire. Donc bien évidemment, puisqu'on va être sur une prise de sang, on va avoir besoin de gants à usage unique pour prévenir tout risque d'AES, du PHA, ça vous êtes habitué, un antiseptique à spectre large, de type, alors souvent c'est de la bétaline alcoolique, mais ça pourrait être aussi de l'Ibital. Une seringue héparinée spécifique, donc avec une aiguille prémontée. Ça peut être aussi une épicranienne. Vous verrez parfois piquer des gaz du sang avec une épicranienne. J'attire votre attention quand même, les épicraniennes ont en général un calibre au niveau de l'aiguille, une gauge qui est plus importante que l'aiguille spécifique pour les gaz du sang. Donc si elle est plus grosse, ça peut être plus douloureux pour le patient. Nous aurons besoin de compresses stériles, d'un conteneur à huile, la fameuse boîte d'asserie, et puis on peut avoir aussi besoin de plateaux, de haricots, d'un sac d'asserie ou pas, vous pouvez éliminer après vos déchets en sortant de la chambre, d'un pansement adhésif pour faire le pansement compressif, et puis les étiquettes du patient, le sachet de laboratoire et le bon de laboratoire. Quelles peuvent être les erreurs consécutives à la gazométrie et surtout à son interprétation? Alors, il se peut que vous soyez pas dans l'artère mais dans une veine. Et donc dans ces cas-là, vous aurez du sang veineux, donc forcément les résultats de la gazométrie seront erronés, ne seront pas le reflet de la ventilation du patient. Alors, on voit quand même de façon assez caractéristique, on arrive à faire la différence entre un sang veineux et un sang artériel. Le sang veineux est plus foncé, le sang artériel est très rouge. Et puis, au niveau de votre seringue, quand vous prévenez
des gaz du sang, on a une pression qui fait que très vite le sang va monter dans la seringue. Et autre caractéristique, c'est le sang va monter de façon pulsatile dans votre seringue. Donc ça, c'est des petites caractéristiques qui, quand on a un petit peu l'habitude, nous permettent d'éviter de prélever du sang veineux. Mais ça peut arriver. Attention aussi, on ne laisse pas des gaz du sang traîner sur la paillasse dans la salle de soins. Les gaz du sang doivent être immédiatement descendus au laboratoire, parce qu'effectivement, ça peut, le délai d'acheminement trop long, un délai de prise en charge trop long au niveau du laboratoire peut fausser les résultats. Il va falloir aussi, lorsque vous avez terminé de prélever les gaz du sang, une fois que vous avez retiré l'aiguille et que vous l'avez mise dans la boîte d'asserie, il va falloir que vous vous assuriez qu'il n'y ait pas d'air ou de mousse. Ça peut arriver qu'on ait un petit peu de mousse en contact avec le sang, et qui dit air ou mousse dit oxygène, d'accord? Donc si vous mélangez de l'oxygène de l'air ambiant avec l'oxygène présent dans le sang du patient, encore une fois, on peut avoir des résultats qui vont être erronés. Donc il va bien falloir purger toute cette mousse ou toute cette air qui serait présente dans votre seringue après avoir réalisé la gazométrie. Autre erreur d'interprétation, ça va être un manque de renseignements. Ne pas hésiter, il faut d'ailleurs, c'est pas ne pas hésiter, il faut noter si votre patient a de la température, il faut noter si le prélèvement a été fait sous oxygène ou sans oxygène. Ça, c'est très important. D'accord ? Donc tout ça, c'est des choses qui vont permettre d'avoir une qualité sur l'analyse et sur les résultats, et donc l'interprétation par le médecin. Quels sont les incidents qui peuvent survenir suite à une gazométrie artérielle? Alors, ce sont des complications qui restent rares, heureusement, mais elles ne sont pas inexistantes. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, moins l'artère sera de gros calibre, moins les risques sont importants. Effectivement, on a moins de gravité s'il y a un incident survient sur l'artère radiale que sur l'artère fémorale. Mais, voilà. Un hématome, bien évidemment, peut survenir, ça fait partie des risques les plus courants et des incidents les plus courants suite à une ponction artérielle. Alors attention, donc pour éviter cet incident, il faut bien veiller à comprimer l'artère, et d'autant plus si le patient est sous anticoagulant. Le risque qui peut survenir aussi, c'est le risque de thrombose, d'où l'intérêt, encore une fois, j'insiste, de réaliser le test d'haleine avant de piquer une gazométrie artérielle. Et puis, puisqu'on est quand même sur une ponction artérielle, une ponction profonde, réaliser ce geste avec asepsie pour éviter tout risque d'infection. Nous arrivons au terme de cette explication sur la gazométrie artérielle. Donc je vous invite maintenant, j'espère que j'ai éclairé un petit peu vos connaissances sur les gaz du sang et la gazométrie artérielle. Donc je vous invite à visionner le film que nous avons réalisé. Et puis parce que le métier d'acteur est un métier compliqué, qui nécessite de longues années d'apprentissage, vous verrez qu'il y a au moins une erreur qui s'y est glissée si vous regardez bien. Donc soyez attentifs à ce que je dis et regardez aussi. Et puis vous m'envoyez un petit mail si vous voyez l'erreur. Bon film!